Je m'appelle Pierre, et ce que je vais vous raconter est probablement l'expérience la plus dérangeante de ma vie. Cela a commencé de manière tout à fait banale, un soir d'automne à Paris. Comme beaucoup de gens, je m'étais inscrit sur Tinder, pas vraiment à la recherche de l'amour de ma vie, mais plutôt de quelques rencontres intéressantes pour briser la monotonie de mes journées. C'est là que j'ai rencontré Claire. Son profil m'avait immédiatement intrigué. Elle n'avait que 3 photos, toutes légèrement floues, mais cela ajoutait à son mystère. Son sourire discret, presque timide, me donnait envie d'en savoir plus. Nous avons commencé à discuter, et malgré ses réponses parfois brèves, elle avait une manière de choisir ses mots qui me fascinait. Elle semblait intelligente, cultivée, mais il y avait quelque chose d'indéfinissable chez elle. Après une semaine d'échanges sporadiques, elle a accepté mon invitation à dîner chez moi. Je vis dans un petit appartement cosy dans le 11e arrondissement, un endroit parfait pour une soirée intime. J'avais passé la journée à tout préparer. J'avais acheté une bonne bouteille de vin rouge, cuisiné un plat de lasagne maison et même mis une playlist de jazz en fond sonore. Quand Claire est arrivée, elle portait une robe noire simple mais élégante et un foulard en soie autour du cou. Elle avait ce regard intense qui semblait capable de lire directement dans mon âme. Sa voix, basse et légèrement rauque, donnait une profondeur étrange à chaque mot qu'elle prononçait. Elle était polie, presque distante au début, mais elle semblait s'assouplir au fil des verres de vin que nous partagions. La soirée se déroulait bien, mais il y avait quelque chose dans son comportement qui me mettait mal à l'aise. Elle me regardait souvent sans rien dire, un regard fixe qui durait une seconde ou deux de trop. Parfois, elle baissait les yeux brusquement, comme si elle se rappelait que c'était impoli. Mais je me disais que j'étais peut-être paranoïaque, que j'avais trop bu, ou que c'était juste sa personnalité. Quand nous sommes passés au dessert, elle a commencé à poser des questions sur moi, mais pas les questions habituelles. Elle voulait savoir si je vivais seul, si mes voisins étaient proches ou si quelqu'un avait les clés de mon appartement. Je trouvais ces questions étranges, mais elle les posait avec une telle nonchalance que je me suis senti bête de m'inquiéter. Vers minuit, après avoir terminé la bouteille de vin, elle m'a demandé si elle pouvait rester pour la nuit. Elle disait que l'heure était tardive et qu'elle préférait éviter de prendre un taxi seul. Évidemment, j'ai accepté. Après tout, elle semblait sympathique malgré son comportement un peu étrange, et je ne voyais pas de raison de refuser. Je lui ai préparé un coin sur le canapé, mais elle a insisté pour partager mon lit. Elle a plaisanté, disant qu'elle ne mordait pas et que le canapé était trop inconfortable. Je me suis senti un peu gêné, mais je n'ai pas voulu paraître impoli. Alors, nous nous sommes couchés, chacun de notre côté du lit, dans un silence qui, pour la première fois ce soir-là, semblait pesant. Alors que je commençais à sombrer dans le sommeil, j'ai entendu sa respiration devenir régulière, presque trop calme. Je me suis dit qu'elle dormait profondément, mais il y avait quelque chose d'étrange dans l'atmosphère de la pièce. C'était comme si l'air lui-même était plus lourd, chargé d'une tension que je ne pouvais pas expliquer. Je ne savais pas encore que cette nuit allait changer ma vie, et que ce dîner, qui avait commencé si banalement, allait se transformer en un cauchemar réveillé. Je ne saurais dire ce qui m'a réveillé cette nuit-là. Peut-être était-ce un bruit imperceptible, ou simplement une intuition, ce 6e sens que l'on ignore souvent mais qui murmure à notre esprit que quelque chose ne va pas. Mes yeux se sont ouverts dans l'obscurité, et pendant quelques instants, je suis resté immobile, désorienté. Puis, je l'ai vue. Claire. Elle était là, mais pas où je m'y attendais. Elle ne dormait pas à mes côtés. Non, elle était accroupie dans un coin de la pièce, dos à la fenêtre, là où la lumière de la lune éclairait faiblement son visage. Elle était immobile, presque figée, mais ce qui m'a glacé le sang, c'était son regard. Ses yeux étaient rivés sur moi, grands ouverts, perçants, comme si elle scrutait chaque recoin de mon âme. J'ai d'abord cru que je rêvais. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, mais la scène ne changeait pas. Elle était toujours là, accroupie, silencieuse. Son visage était étrangement inexpressif, presque froid, mais il y avait quelque chose de terriblement anormal dans cette absence d'émotion. « Claire ?» ai-je murmuré, ma voix à peine audible, brisée par la peur. Elle n'a pas répondu. Elle n'a même pas cligné des yeux. Elle continuait de me fixer, comme une statue vivante. J'ai répété son nom, cette fois un peu plus fort, espérant la ramener à la réalité, ou peut-être, me rassurer moi-même. Toujours rien. Son immobilité était presque surnaturelle. Seul le léger mouvement de sa poitrine, qui indiquait qu'elle respirait encore, me confirmait qu'elle était vivante. L'air dans la pièce semblait s'épaissir, chaque seconde s'étirant à l'infini. Je voulais bouger, me lever, allumer la lumière, mais mon corps refusait de m'obéir. La peur m'avait cloué au lit, mon cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'elle pouvait l'entendre. Finalement, après ce qui m'a semblé une éternité, elle a bougé. Lentement,
Très lentement, elle a tourné la tête sur le côté, comme si elle écoutait quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Puis, sans un mot, elle s'est redressée, toujours aussi silencieuse, et s'est dirigée vers le lit. Je ne pouvais pas détacher mes yeux d'elle. Sa démarche était étrange, presque mécanique, comme si chaque pas était calculé. Lorsqu'elle a atteint le bord du lit, elle s'est allongée sans bruit, se glissant sous les draps comme si rien ne s'était passé. Claire, ai-je chuchoté une dernière fois, ma voix tremblante. Cette fois, elle a répondu, mais d'une voix monotone, presque dénuée d'émotion, « Rendors-toi ». Je ne savais pas quoi faire. Mon instinct me criait de fuir, de quitter cet appartement, mais il était 3 heures du matin, et l'idée de sortir dans les rues désertes de Paris semblait tout aussi terrifiante. Alors, je suis resté là, allongé, à fixer le plafond, priant pour que le reste de la nuit passe rapidement. Ce que je ne savais pas encore, c'est que le pire était encore à venir. Le lendemain matin, je me suis réveillé en sursaut. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux, et pendant une seconde, j'ai cru que tout ce qui s'était passé n'était qu'un mauvais rêve. Mais en me tournant vers le côté du lit où Claire était censée être, j'ai découvert qu'elle n'y était plus. Les draps étaient froissés, mais elle avait disparu. Mon premier réflexe a été de l'appeler. Peut-être était-elle partie tôt et avait-elle laissé un message que je n'avais pas vu, mais en attrapant mon téléphone, aucune notification, aucun mot de sa part. Tout semblait anormalement silencieux. En me levant, une odeur étrange a attiré mon attention. Une odeur âcre, légèrement acide, que je ne pouvais pas identifier immédiatement. En fronçant les sourcils, j'ai balayé la pièce du regard pour comprendre d'où cela venait. C'est là que je l'ai vue. Juste à côté du lit, sur le sol en bois, il y avait une flaque. Une flaque d'urine. Mon esprit a d'abord refusé d'accepter ce que je voyais. Pourquoi? Pourquoi une adulte aurait-elle fait ça? Et pourquoi ici, à cet endroit précis? Je me suis accroupi pour examiner la scène, dégoûté mais curieux. La flaque n'avait pas encore complètement séché, ce qui signifiait qu'elle avait été faite récemment, probablement avant son départ. Mon esprit cherchait une explication rationnelle, mais plus j'y pensais, plus cela semblait insensé. J'ai essayé de me convaincre que c'était un accident, que peut-être elle n'était pas bien ou qu'elle avait eu un problème qu'elle n'osait pas mentionner. Mais si c'était le cas, pourquoi n'avait-elle pas nettoyé? Pourquoi était-elle partie sans rien dire? En regardant autour de moi, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement l'urine qui posait problème. Sa présence entière semblait avoir laissé une empreinte étrange dans mon appartement. Les rideaux paraissaient plus sombres, l'air plus lourd, comme si la pièce avait absorbé quelque chose d'indescriptible. J'ai nettoyé rapidement, mais l'odeur semblait imprégnée dans le bois, me rappelant sans cesse ce moment grotesque. En essayant de me changer les idées, je me suis dirigé vers la cuisine pour préparer un café, mais l'image de Claire, accroupie dans le coin de la chambre, continuait de me hanter. Ce n'était pas seulement son comportement qui m'effrayait, mais le silence qui l'entourait. Elle n'avait pas laissé de traces, pas d'explication, rien. J'ai vérifié la porte d'entrée, elle était verrouillée de l'intérieur, comme si elle avait quitté l'appartement sans jamais l'ouvrir. Plus j'y pensais, plus je sentais une boule d'angoisse grandir dans mon estomac. Quelque chose ne tournait pas rond. Ce n'était pas seulement une soirée bizarre ou un comportement excentrique. C'était autre chose. Quelque chose que je ne pouvais pas encore expliquer, mais qui me donnait la sensation glaciale que ce n'était que le début. La journée avançait, mais mon esprit restait embrouillé par ce qui s'était passé. Je ne pouvais pas me débarrasser de cette sensation d'inquiétude, comme si quelque chose me guettait dans l'ombre. Pour essayer de comprendre, j'ai décidé de chercher des informations sur Claire. Je suis retourné sur Tinder, mais son profil avait disparu. Ce n'était pas seulement qu'elle m'avait bloqué ou supprimé notre conversation. Non, son compte entier semblait avoir été effacé. C'était étrange, mais je me suis dit qu'elle voulait peut-être simplement tirer un trait sur notre rencontre. Pourtant, au fond de moi, je savais qu'il y avait autre chose. Je suis passé à une recherche plus large, tapant son prénom et quelques détails qu'elle m'avait donnés dans les moteurs de recherche. Rien. Pas de réseaux sociaux, pas de photos, pas la moindre trace de son existence en ligne. En 2024, qui vit sans laisser la moindre empreinte numérique. Perturbé, j'ai décidé de parler à une amie, Léa, qui avait l'habitude d'écouter mes histoires de rencontres. Quand je lui ai décrit Claire, son visage s'est assombri. « Ça me dit quelque chose » a-t-elle murmuré. Intrigué, je l'ai poussée à en dire plus. Elle a fini par se rappeler une conversation qu'elle avait eue avec une collègue quelques mois auparavant. Cette collègue avait raconté une rencontre Tinder qui ressemblait étrangement à la mienne. Une femme au comportement étrange, qui disparaissait sans explication après avoir semé un profond malaise. Mais ce n'était pas tout. Certaines des histoires parlaient de comportements encore plus troublants, des objets déplacés, des bruits inexplicables,
et même des messages cryptiques laissés derrière. Le cœur battant, j'ai demandé à Léa si elle pouvait me mettre en contact avec cette collègue. Quand elle a accepté, j'ai immédiatement envoyé un message. La réponse est arrivée rapidement, et ce qu'elle m'a raconté m'a glacé le sang. Elle avait rencontré une femme ressemblant à Claire il y a environ 6 mois. Après une soirée apparemment normale, elle s'était réveillée en pleine nuit pour découvrir que cette femme fouillait dans ses affaires. Quand elle lui avait demandé ce qu'elle faisait, elle avait répondu avec un sourire étrange. « Je cherchais quelque chose d'intéressant. » Puis, sans rien ajouter, elle était partie. Ce qui m'a frappé, c'est qu'elle aussi avait trouvé un message étrange sur sa porte quelques jours plus tard, une phrase écrite en lettres rouges sur un morceau de papier. Ce message disait simplement « Je suis toujours là ». En raccrochant, une sueur froide coulait le long de mon dos. Il était clair que je n'étais pas la première personne à vivre cette expérience, mais je ne savais toujours pas pourquoi. Qui était Claire? Et surtout, qu'attendait-elle de moi? 3 jours après cet appel, alors que je commençais à peine à retrouver un semblant de calme, quelque chose d'encore plus perturbant s'est produit. En rentrant chez moi après le travail, j'ai trouvé un morceau de papier glissé sous ma porte. Mon cœur a raté un battement en reconnaissant une écriture fine, presque enfantine. Il n'y avait qu'une phrase, écrite en français. « Je te regarde toujours. » Je me suis figé, incapable de bouger, le papier tremblant dans ma main. Mon appartement était-il sûr? Était-elle encore là, quelque part, cachée? Cette idée m'a fait paniquer. J'ai immédiatement vérifié chaque pièce, chaque placard, chaque recoin. Mais il n'y avait personne. Tout semblait normal. Et pourtant, l'ambiance était différente. Comme si l'air était plus lourd, chargé de cette présence invisible. J'ai même eu l'impression, à un moment donné, que l'ombre dans le coin de ma chambre était plus dense, plus sombre que d'habitude. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Chaque petit bruit me faisait sursauter. Les grincements des meubles, le tic-tac de l'horloge, tout semblait amplifié, comme si quelque chose voulait attirer mon attention. Au fil des jours, d'autres choses étranges ont commencé à se produire. Des objets disparaissaient pour réapparaître à des endroits improbables. Une fois, en rentrant du travail, j'ai trouvé la chaise de ma cuisine placée au centre de mon salon, sans aucune explication. Mais ce qui m'a définitivement convaincu de partir, c'était ce rêve, ou plutôt, ce cauchemar. Une nuit, j'ai rêvé que je me réveillais dans mon lit, incapable de bouger. Claire était là, debout au pied du lit, avec ce même regard intense, mais cette fois, elle souriait. Pas un sourire chaleureux, mais un sourire figé, presque animal, révélant des dents trop blanches, trop nombreuses. Je me suis réveillé en hurlant, couvert de sueur froide. Mais ce n'était pas ça le pire. Sur mon bureau, posé bien en évidence, se trouvait un autre message écrit sur une feuille déchirée. « Pourquoi as-tu peur? Je veux juste jouer. » Le lendemain, j'ai quitté cet appartement. J'ai déménagé dans un autre quartier, loin de ces souvenirs terrifiants. Mais même aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est pas fini. Parfois, dans les reflets des vitrines ou des miroirs, il me semble apercevoir son visage, juste une fraction de seconde, avant qu'il ne disparaisse. J'évite les rencontres en ligne maintenant, mais je me demande encore, qui était-elle vraiment? Et surtout, est-ce que c'est terminé? Ou est-ce qu'elle est encore là, quelque part, en train de me regarder? J'étais assis au comptoir du bar, attendant mon verre, quand je l'ai vue entrer. Il n'y avait rien de particulièrement remarquable à son sujet au début. Une femme dans la trentaine, vêtue d'une robe noire simple et de bottines en cuir, ses cheveux bruns tombaient en boucles légères sur ses épaules. Mais quelque chose dans son regard, ce mélange d'incertitude et de défi, m'a fait me demander si elle n'était pas un peu à côté de la plaque, si vous voyez ce que je veux dire. Elle s'est dirigée vers le bar, sans que je ne sache vraiment pourquoi, j'ai ressenti le besoin de l'aborder. Peut-être parce qu'elle semblait être dans le genre de situation où elle aurait eu besoin d'une distraction. Ou peut-être, si je suis honnête avec moi-même, c'était juste la curiosité qui m'a poussé à l'inviter. Je lui ai fait un sourire, elle m'a répondu par un hochement de tête, et quelques secondes plus tard, nous étions en train de discuter. Sa voix était douce, mais chaque mot semblait un peu décalé, comme si elle réfléchissait trop à ce qu'elle allait dire. Ce n'était pas vraiment un grand problème, mais quelque chose me dérangeait dans sa manière de s'exprimer, dans cette sorte de flottement entre les mots. Lorsqu'elle parlait, ses yeux se détournaient souvent, scrutant quelque chose dans le vide, comme si elle était ailleurs, mais je ne pouvais pas m'empêcher de la regarder, de chercher à comprendre ce qui se passait dans sa tête. Je l'ai observée attentivement alors qu'elle s'installait plus confortablement sur le tabouret. Elle semblait nerveuse, comme si quelque chose la rongeait intérieurement. Je lui ai posé une question anodine sur son travail, pensant que ça l'aiderait à se détendre, mais elle a répondu d'une manière tellement vague que ça m'a un peu déconcerté.
Elle m'a parlé de ses projets et de ses ambitions, mais il y avait quelque chose de flou dans ses réponses, comme si elle n'était pas tout à fait présente dans la conversation. Au fur et à mesure de la soirée, sa présence, loin de me rassurer, devenait de plus en plus étrange. Elle changeait de sujet sans prévenir, rigolait de manière excessive à des blagues qui n'étaient même pas drôles, et par moments, son regard se figeait sur des points invisibles dans la pièce. J'avais l'impression qu'elle était dans un état second, mais j'essayais de ne pas trop y prêter attention, pensant que c'était juste le stress ou l'alcool. Puis, vers la fin de la soirée, elle s'est soudainement tournée vers moi, son visage devenu plus sérieux. Un silence lourd s'est installé entre nous, et j'ai remarqué qu'elle se tenait un peu trop droit, comme si elle cherchait à se redresser après une chute. C'est là qu'elle m'a dit, d'un ton presque nonchalant. « Tu sais, j'ai un mandat d'arrêt contre moi. » J'ai cru qu'elle plaisantait, mais ses yeux ne trichaient pas, et cette révélation m'a frappé comme une claque. Je l'ai regardée, ne sachant pas quoi répondre, et elle a continué, comme si tout cela était une banalité. « Ce n'est rien de grave, vraiment. Juste un malentendu, mais j'ai dû partir vite de chez moi, alors, je fais ce que je peux pour m'en sortir. » Elle m'a souri, mais je n'arrivais pas à détacher mon regard de ses lèvres, se tendant légèrement, comme si elle cachait quelque chose de plus sombre sous ses mots. Le malaise s'est intensifié, et je ne savais pas comment réagir. J'avais la sensation que quelque chose de fondamentalement mauvais se cachait derrière cette révélation. Mais au lieu de fuir, je suis resté là, comme paralysé par cette confession, espérant qu'elle ajouterait quelque chose pour apaiser ma confusion. Mais rien ne vint. Elle a terminé son verre d'un coup, se levant brusquement, et m'a dit qu'elle devait partir. Je l'ai suivie du regard pendant qu'elle quittait le bar, disparaissant dans la rue sombre. Et c'est là que l'inquiétude a commencé à m'envahir. Ce n'était pas juste la confession de ce mandat d'arrêt, c'était cette étrange sensation que quelque chose ne collait pas. Je ne savais pas encore à quel point cette soirée allait bouleverser ma vie. En rentrant chez moi ce soir-là, une pensée persistante me hantait. Il y avait quelque chose en elle, une ombre qui planait derrière ces mots, qui me disait que cette rencontre n'était pas un simple hasard. Les jours qui ont suivi cette rencontre ont été étrangement lourds. Dès que je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai eu ce sentiment persistant de malaise, comme si quelque chose de mauvais se profilait à l'horizon. La confession de cette femme, à propos de son mandat d'arrêt, m'était restée dans la tête, mais il y avait aussi l'aspect étrange de son comportement, ce que j'avais perçu comme des signes de quelque chose de plus sinistre. Pourtant, je me suis forcé à ne pas y penser. Après tout, il n'était pas nécessaire de s'alarmer pour une simple rencontre avec une inconnue, n'est-ce pas? Le lendemain soir, je suis rentré chez moi après une journée de travail ordinaire, et c'est là que j'ai commencé à remarquer des choses étranges. J'avais l'habitude de me garer dans mon allée, mais ce soir-là, quelque chose m'a fait m'arrêter un moment avant de sortir de ma voiture. C'était la lumière dans le jardin. Une lumière faible, presque imperceptible, qui clignotait comme un phare lointain. Pendant un instant, je n'ai pas compris d'où cela venait. Puis j'ai vu qu'il s'agissait de la fenêtre du garage, qui était légèrement ouverte. Je n'avais jamais laissé cette fenêtre ouverte. C'était un réflexe de sécurité. Et pourtant, ce soir-là, elle était entrebâillée. Cela m'a donné une première frisson dans le dos, mais je me suis dit que c'était probablement un oubli de ma part, que je devais être fatigué et distrait. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'aller vérifier. J'ai marché lentement vers la porte de derrière, cette sensation étrange me suivant comme une ombre. En entrant dans le garage, il y avait un silence anormal, un silence presque trop parfait. Je n'ai rien vu de suspect à première vue. Les outils étaient rangés comme d'habitude, la voiture était là où je l'avais laissée. Mais quelque chose n'allait pas. Il y avait cette odeur. C'était une odeur de plastique brûlé, mélangée à quelque chose d'indescriptible, un mélange de moisissure et d'humidité qui flottait dans l'air. Je me suis approché de la porte qui menait à l'arrière du jardin, mais avant que je ne puisse la toucher, j'ai entendu un bruit. Un bruit faible, comme si quelque chose se déplaçait doucement sur le sol. Mon cœur a raté un battement. Je me suis figé, mes yeux cherchant désespérément à s'adapter à l'obscurité. Le bruit venait du fond de mon jardin, près des buissons qui entouraient la vieille remise. J'ai pris une grande inspiration et je suis sorti dans le jardin, le bruit s'éteignant dès que je m'y suis aventuré. Pourtant, l'air semblait plus lourd, plus dense, comme si quelque chose me surveillait. J'ai commencé à marcher vers l'endroit où j'avais entendu le bruit, mais à chaque pas, je ressentais une pression sur ma poitrine, comme si j'étais en train de m'enfoncer dans un cauchemar. Là, caché par les arbres et les buissons, j'ai vu quelque chose. Une silhouette, un véhicule, un vieux trailer, sale et usé, posé au fond de mon jardin, à peine visible sous la végétation. Je n'en croyais pas mes yeux. Ce n'était pas là la veille. Pas un seul instant je n'avais remarqué la présence de ce trailer.
Je me suis approché prudemment, le sol sous mes pieds semblant se dérober à chaque pas. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans cet objet. C'était comme s'il n'avait pas sa place là, comme si tout dans ce moment avait été manipulé, comme si ce trailer, ou ce qu'il représentait, n'avait pas été destiné à être trouvé. Je n'avais aucune idée de ce que je devais faire. Tout en moi criait de partir, de revenir à l'intérieur et de fermer toutes les portes. Mais une partie de moi, la partie curieuse, voulait comprendre. C'est alors que j'ai vu quelque chose d'étrange à la fenêtre du trailer. Un reflet. Je me suis approché davantage, et il m'a semblé que quelqu'un se tenait à l'intérieur, juste au-delà de la fenêtre. La peur s'est emparée de moi d'un seul coup. Ce n'était pas possible. Cela ne pouvait pas être ce que je pensais. Et pourtant, tout en moi savait que c'était exactement ce que c'était. Je n'ai pas osé retourner à l'intérieur immédiatement. J'étais paralysé par la peur et par la confusion. Mon esprit tournait en rond, essayant de comprendre ce que je venais de découvrir. Pourquoi un trailer, de toute évidence abandonné, était-il stationné dans mon jardin sans que je ne l'ai remarqué auparavant? Et pourquoi n'avais-je jamais entendu de bruit en venant ici, dans cet endroit qui aurait dû être observé par tous les voisins? Cela semblait impossible. Mon cœur battait fort, mais je me suis forcé à respirer profondément. Je devais savoir ce qui se passait. Je me suis approché lentement du trailer, les bruits de mes pas écrasant l'herbe humide sous mes pieds. Chaque mouvement semblait amplifié dans la nuit, et l'air autour de moi devenait de plus en plus lourd, comme si quelque chose de menaçant se préparait à surgir. Mais malgré tout, je ne pouvais pas m'arrêter. Je devais comprendre. Arrivé à la porte du trailer, je me suis arrêté un instant. Je ne savais pas si je devais frapper ou simplement entrer. C'était une décision stupide, je le savais, mais la curiosité m'avait pris. J'ai pris une grande inspiration et j'ai poussé la porte, qui s'est ouverte dans un grincement sinistre, comme si elle m'avertissait de ne pas entrer. L'intérieur était sombre, mais j'ai rapidement remarqué des traces sur le sol, des empreintes sales qui menaient vers une petite fenêtre qui n'était même pas complètement fermée. Je suis entré avec précaution, chaque étape résonnant dans le silence oppressant. Le trailer était petit et semblait abandonné, à l'exception de quelques objets personnels. Des sacs de vêtements, des bouteilles vides et un tas de papier jetés dans un coin. Mais ce qui m'a vraiment glacé le sang, ce n'était pas le chaos apparent, c'était une petite photo posée sur la table. C'était une photo de moi, prise de loin, alors que je sortais de ma maison quelques jours auparavant. Je pouvais clairement voir les contours de ma silhouette, floue mais reconnaissable. Une vague de terreur m'a envahi. Qui avait pris cette photo? Et pourquoi? Je suis resté là, immobile, ne sachant pas quoi faire. Puis, comme si le monde autour de moi avait décidé de se tordre encore plus, j'ai entendu un bruit. Un petit bruit métallique venant de l'extérieur du trailer. Mon sang s'est glacé. J'ai couru vers la porte pour vérifier, mais elle s'est ouverte brutalement. Là, sur le seuil, se trouvait elle, la femme du bar. Ses yeux étaient vides, ses lèvres à peine souriantes, et elle tenait dans ses mains un petit sac en plastique transparent. Je ne savais pas quoi dire. Je savais que tu finirais par le découvrir, dit-elle d'une voix glacée, presque indifférente, tout en s'approchant lentement de moi. Elle ne semblait pas surprise de me voir, ni même inquiète. C'était comme si elle avait prévu tout cela, comme si elle avait attendu ce moment. Et au fond, je comprenais. Je comprenais que j'avais fait une erreur en l'acceptant chez moi, en la laissant s'approcher trop près. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière. Elle s'est approchée encore un peu, me fixant d'un regard qui ne laissait aucune place à l'humanité. Tu pensais vraiment que tu pouvais m'aider, n'est-ce pas? Que tu pouvais me sauver? Elle ricana doucement, puis ajouta d'une voix presque calme. Mais tu vois, je n'ai besoin de personne. Je n'ai jamais ressenti une telle froideur, une telle déconnexion de la réalité. J'ai voulu reculer, mais mes jambes ne m'ont pas obéi. J'étais paralysé, captif de ce regard glacé, de cette vérité impitoyable qui m'engloutissait petit à petit. Elle n'a pas attendu ma réponse. Elle s'est retournée, disparaissant dans l'obscurité de la nuit, et le trailer a semblé se refermer autour de moi, comme une gueule de fer. Je suis resté là, figé, la peur envahissant chaque fibre de mon être. La silhouette de la femme s'était évanouie, mais les souvenirs, eux, ne me quitteraient plus jamais. Et je savais, à cet instant précis, que je ne pourrais jamais échapper à l'ombre qu'elle avait laissée dans ma vie. J'ai passé la nuit à tourner en rond, incapable de trouver le sommeil. Mon esprit, comme pris dans un tourbillon, n'arrivait pas à se concentrer. Ce qu'elle m'avait dit résonnait encore dans ma tête, chaque mot comme un écho insupportable. Je n'ai besoin de personne. Ces mots avaient déchiré quelque chose en moi, quelque chose de fragile que je n'avais jamais vraiment compris. Le matin suivant, je me suis réveillé épuisé, avec une sensation de terreur qui ne me quittait pas. Je savais que je ne pouvais pas ignorer ce qui se passait.
Quelque chose de plus grand, de plus malveillant, se cachait dans l'ombre, et elle n'était plus là simplement pour m'effrayer. Non, elle était là pour quelque chose de plus insidieux, quelque chose que je n'étais pas encore prêt à affronter. J'ai décidé de la retrouver, de comprendre pourquoi elle avait fait cela. C'était la seule manière pour moi de reprendre le contrôle de la situation. Il n'était plus question de me laisser guider par la peur, il fallait agir. Mais quand j'ai essayé de la joindre, elle ne répondait plus. Aucun message, aucun appel, et aucune trace de sa présence en ligne. C'était comme si elle s'était volatilisée, comme si elle n'avait jamais existé. C'est alors que je suis retourné dans le jardin. Chaque pas que je faisais dans cette direction me semblait de plus en plus lourd, comme si la terre sous mes pieds me retenait. Lorsque je suis arrivé près du trailer, j'ai senti un frisson me parcourir la colonne vertébrale. La porte était entr'ouverte, et des papiers jonchaient le sol, comme si elle avait quitté précipitamment cet endroit. J'ai poussé la porte, espérant y trouver quelque réponse, mais ce n'était que chaos. Tout était éparpillé, les mêmes sacs de vêtements, les mêmes bouteilles, mais rien de nouveau, rien qui m'éclaire. Puis, quelque chose a attiré mon attention. Un petit carnet posé sur la table. Je l'ai pris dans mes mains tremblantes, l'ouvrant lentement. À l'intérieur, il y avait des notes, des dessins, des noms griffonnés à la hâte. Mais ce qui m'a glacé, ce sont les dates. Des dates précises, qui correspondaient au moment où elle m'avait observé. Chaque entrée semblait documenter les moments où je quittais la maison, où je revenais, et des détails que je n'avais même pas remarqués. Elle savait tout de moi, chaque mouvement, chaque geste. Je me suis senti complètement vulnérable. J'ai commencé à respirer plus fort, à sentir la panique monter. Elle m'avait observé depuis des jours, des semaines peut-être, sans que je ne m'en rende compte. Ce n'était pas seulement une question de mandat d'arrêt ou de drogue, c'était une question de manipulation, de contrôle. Elle m'avait pris dans son jeu, et je ne savais même pas jusqu'où elle irait pour m'atteindre. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un bruit, un léger chuchotement provenant du fond du jardin. Quelque chose bougeait, lentement, comme si on avançait discrètement, mais sans aucune précaution. Je suis sorti précipitamment du trailer, mes yeux scrutant chaque coin sombre du jardin. Mais il n'y avait rien. Rien sauf l'ombre des arbres et le silence oppressant qui m'entourait. Je suis retourné dans la maison, verrouillant toutes les portes et fenêtres, essayant de trouver un peu de sécurité. Mais la peur, elle, ne disparaissait pas. Je n'étais pas seul ici. Elle était encore là, quelque part dans les environs, observant, attendant. Et cette pensée me hantait chaque nuit, chaque instant. Le plus terrifiant n'était pas ce que je savais d'elle, mais ce que je ne savais pas. Combien de temps encore cela durerait-il? Et jusqu'où irait-elle pour que je ne découvre pas la vérité? Cela faisait des jours que je vivais dans cette incertitude, hanté par la présence invisible de cette femme, par les souvenirs de ce qui s'était passé. Je n'avais jamais ressenti une telle pression, une telle peur. Il n'y avait pas de fuite, pas d'échappatoire. J'étais prisonnier de ma propre maison, et elle avait pris possession de chaque recoin de mon esprit. Un soir, alors que je tentais encore de reprendre le contrôle de la situation, mon téléphone a vibré. Je me suis figé, un frisson parcourant ma colonne vertébrale. Un message. Il venait de numéros inconnus, mais l'aperçu de la notification m'a suffi pour savoir qui c'était. Il disait simplement « Tu n'as toujours pas compris, n'est-ce pas ?» Je suis resté là, cloué sur place, la peur m'envahissant. Mais une part de moi, une part qui refusait d'accepter cette situation, a décidé que je devais mettre fin à ce jeu. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai quitté la maison. Je suis allé à la station de police, malgré toutes mes hésitations, pour signaler la disparition de la femme, pour leur parler de son mandat d'arrestation. Mais en arrivant, quelque chose d'encore plus étrange m'a frappé. Personne ne semblait être au courant d'une telle personne. Aucune trace de son identité, de son passé. Elle n'existait plus dans les dossiers. Ils m'ont regardé avec des airs de scepticisme, me conseillant de laisser tomber et de passer à autre chose. Mais je savais, au fond de moi, que ce n'était pas si simple. Et plus je creusais, plus je réalisais qu'elle n'était pas simplement une fugitive. Elle était devenue une ombre qui me suivait, me traquait dans chaque recoin de ma vie. Il n'y avait plus de fuite, plus d'échappatoire. Je suis retourné chez moi, la gorge nouée, l'esprit en ébullition. En entrant dans ma maison, j'ai eu l'impression que tout était exactement pareil. Pourtant, quelque chose avait changé. Il y avait une tension dans l'air, un poids supplémentaire qui me semblait presque tangible. J'ai regardé chaque pièce, vérifiant que tout était en ordre, mais une sensation de malaise persistait, comme si l'espace lui-même m'observait. Puis, en me dirigeant vers le jardin, j'ai vu ce que je craignais. Le trailer était là, exactement à l'endroit où il se trouvait avant. Mais ce n'était pas tout. En m'approchant, j'ai vu la porte légèrement ouverte.
Je n'avais pas remarqué cela avant, mais aujourd'hui, c'était différent. C'était comme si tout ce qui s'était passé jusqu'à maintenant avait été prévu, comme si elle m'avait laissé un dernier indice. Un dernier défi. Je suis allé à l'intérieur du trailer une fois de plus, avec la même appréhension, mais avec un sentiment de détermination qui avait pris place dans mes entrailles. Ce que j'ai découvert à l'intérieur m'a fait suffoquer de terreur. Il y avait un nouveau carnet, un carnet encore plus détaillé que le précédent, avec des pages entières consacrées à mes mouvements, à mes actions, à ma vie. Mais au fur et à mesure que je tournais les pages, une étrange sensation m'a envahi. Ce carnet, c'était le mien. C'étaient mes pensées, mes actions, mes propres mots, écrits par une main qui n'était pas la mienne. Et là, dans les dernières pages, il y avait une seule phrase, griffonnée à la hâte. Je suis en toi. Je n'ai pas pu supporter cela. La terreur m'a envahi avec une telle force que j'ai dû m'asseoir. Elle n'était plus une simple présence extérieure. Elle avait pris racine en moi, dans ma tête, dans mon âme. Elle était devenue une partie de ma réalité. Et à ce moment-là, j'ai compris une vérité horrible. J'étais déjà trop tard. Il n'y avait plus de fuite possible. Elle m'avait observé, manipulé, joué avec moi depuis le début. Et il n'y avait rien que je puisse faire pour revenir en arrière. C'était terminé. Nous étions liés, et je savais que cela allait durer, indéfiniment, jusqu'à ce qu'elle me prenne complètement, jusqu'à ce que je devienne un autre reflet de sa folie. Ce soir-là, tout avait pourtant commencé de manière banale. Mon compagnon et moi avions décidé de sortir boire un verre dans un bar que nous aimions bien, au coin de notre rue. L'endroit était chaleureux, avec ses lumières tamisées et sa musique jazz en fond. Je me souviens avoir pensé que cette soirée allait être l'occasion parfaite pour décompresser après une semaine épuisante. Nous étions assis à une petite table près du comptoir, discutant de tout et de rien, quand un homme s'est approché. Il portait un costume sombre impeccablement taillé et avait un sourire étrangement amical. Avant même que nous puissions dire quoi que ce soit, il a déposé 2 verres sur notre table. « Pour vous, un geste de courtoisie » a-t-il dit, d'une voix grave et posée. J'ai échangé un regard surpris avec mon partenaire. « C'est gentil. Mais pourquoi » ai-je demandé, en essayant de cacher ma méfiance. L'homme a haussé les épaules et a souri davantage. « Vous aviez l'air de passer une bonne soirée. Considérez cela comme un compliment. Cela aurait pu s'arrêter là, mais il a tiré une chaise et s'est assis avec nous sans demander notre permission. Son audace m'a immédiatement mise mal à l'aise, mais il semblait parfaitement à l'aise, comme s'il nous connaissait depuis toujours. Il s'est présenté comme étant Gabriel, et bientôt, il a commencé à parler de lui-même. Ses mots coulaient comme un fleuve tranquille, et malgré mon malaise, je me suis retrouvé à l'écouter. Il avait une manière presque hypnotique de parler, comme si chaque mot était soigneusement choisi pour capter notre attention. Puis, la conversation a pris un tournant étrange. Il a mentionné, presque par hasard, qu'il était né en novembre, sous le signe du Scorpion. À cet instant précis, j'ai ressenti un frisson me parcourir l'échine. Je déteste les Scorpions. Pas seulement à cause de leur réputation dans l'astrologie, mais parce que j'ai eu de mauvaises expériences avec des personnes de ce signe. « Ah, je vois, » ai-je dit, le ton froid. Ça explique beaucoup de choses. Mon compagnon m'a lancé un regard perplexe, mais je n'ai pas prêté attention. J'ai continué, les scorpions sont manipulateurs, mystérieux et souvent toxiques. Je n'ai jamais rencontré un seul scorpion qui soit digne de confiance. Gabriel a éclaté de rire. Pas un rire moqueur, mais un rire profond, presque chaleureux. C'est fascinant, a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux. Mais croyez-moi, l'astrologie ne définit pas une personne. Ce sont nos choix qui le font. Je n'ai pas aimé son ton. C'était comme s'il essayait de me défier, de me prouver que j'avais tort. J'ai senti la colère monter en moi. Je parie que c'est exactement ce qu'un scorpion dirait, ai-je rétorqué, en croisant les bras. Mon partenaire, mal à l'aise, a tenté de calmer les choses. Chérie, ce n'est qu'une conversation. Pas besoin de prendre ça au sérieux. Mais ces mots ont eu l'effet inverse. Je me suis tourné vers lui, agacé. Sérieusement, tu vas juste laisser ce type venir ici, s'inviter à notre table, et faire comme si tout allait bien? Tu devrais lui dire de partir. Gabriel, lui, restait étrangement calme, comme s'il attendait de voir ce qui allait se passer. Ce calme me rendait folle. À ce moment-là, je ne savais pas encore que cette soirée allait tourner au cauchemar. Mon compagnon a hésité un instant, visiblement mal à l'aise. Je pouvais lire dans ses yeux qu'il ne voulait pas d'une confrontation, mais je n'étais pas prêt à lâcher l'affaire. Gabriel, toujours assis devant nous, semblait s'amuser de la tension qui montait. Il sirotait son verre avec une lenteur calculée, son regard oscillant entre moi et mon compagnon. « Tu vas dire quelque chose ?»« Oui, ai-je insisté, en fixant mon partenaire.
Mon ton était plus tranchant que je ne l'aurais voulu, mais je ne pouvais pas supporter l'idée de rester assise là à me faire provoquer par ce parfait inconnu. Finalement, mon compagnon a poussé un soupir et s'est tourné vers Gabriel. « Écoute, mec, c'est sympa pour les verres, mais je pense que tu devrais nous laisser. On voulait juste passer une soirée tranquille. » Sa voix était posée, mais il évitait de croiser le regard de Gabriel, ce qui trahissait son inconfort. Gabriel a posé son verre sur la table avec un petit cling et s'est redressé légèrement, un sourire énigmatique au coin des lèvres. Bien sûr, je ne voulais pas m'imposer. Mais avant de partir, laissez-moi vous poser une question. Son ton était calme, mais il y avait quelque chose de dérangeant dans sa voix, une note sous-jacente qui m'a fait frissonner. Mon compagnon a haussé les épaules, visiblement impatient que tout cela se termine. « D'accord, vas-y », a-t-il répondu d'un ton neutre. Gabriel s'est tourné vers moi, ses yeux sombres plantés dans les miens. « Pourquoi détestez-vous tant les scorpions? Est-ce à cause d'une mauvaise expérience, ou parce que vous avez peur de ce qu'ils pourraient révéler sur vous-même » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai senti mes joues s'empourprer, et une vague de colère a submergé ma gêne. « Vous ne savez rien de moi » ai-je craché, en le regardant avec défi. Gabriel a incliné légèrement la tête, comme s'il étudiait ma réaction. « Oh, mais je sais plus de choses que vous ne le pensez » a-t-il murmuré, presque en chuchotant. C'est alors qu'il a commencé à énumérer des détails sur ma vie. Il a mentionné le nom de mon chien, le petit tatouage que j'avais sur la cheville, et même un événement embarrassant de mon adolescence que je n'avais raconté à personne, pas même à mon compagnon. « Comment savez-vous tout ça » ai-je balbutié, mon cœur battant à tout rompre. Mon compagnon, jusque-là silencieux, semblait aussi choqué que moi. Gabriel a esquissé un sourire énigmatique. Ce sont des choses que l'on apprend en étant attentif. Ou peut-être est-ce simplement l'intuition d'un scorpion, a-t-il répondu, son ton teinté d'ironie. À cet instant, l'atmosphère du bar a changé. Les rires et les conversations autour de nous semblaient s'être estompés, comme si le monde extérieur s'était soudainement éloigné. Tout ce que je pouvais entendre, c'était le bruit sourd de mon propre cœur et la voix calme et terrifiante de Gabriel. Mon compagnon a brusquement tiré ma main. « On s'en va » a-t-il dit fermement, se levant de sa chaise. Sans protester, j'ai attrapé mon sac, le regard toujours fixé sur Gabriel, qui nous observait partir avec ce sourire glacial gravé sur son visage. Nous sommes sortis précipitamment du bar, l'air froid de la nuit frappant nos visages comme une gifle. Mon compagnon marchait rapidement devant moi, serrant mes doigts avec force, comme s'il voulait mettre le plus de distance possible entre nous et ce type. Je jetais des coups d'œil nerveux par-dessus mon épaule, m'attendant presque à voir Gabriel surgir derrière nous, mais la rue semblait vide. « Tu as vu ça » a murmuré mon compagnon, brisant finalement le silence. « Comment ce gars pouvait savoir tout ça sur toi » Sa voix tremblait légèrement, et je savais qu'il essayait de rester rationnel, mais il était aussi bouleversé que moi. « Je n'en sais rien » ai-je répondu, la gorge serrée. Mon esprit tournait à toute vitesse, cherchant une explication logique. Peut-être qu'il avait entendu une de nos conversations dans le bar, ou peut-être qu'il me connaissait d'avant, mais que je ne m'en souvenais pas. Ces idées n'apportaient aucune consolation. Nous avons tourné à l'angle de la rue, nos pas résonnant sur le trottoir désert. Le silence pesant autour de nous semblait presque surnaturel. Même les bruits habituels de la ville, des voitures au loin, des conversations étouffées semblaient avoir disparu. « Attends » a soudainement dit mon compagnon, s'arrêtant brusquement. « Tu entends ça » J'ai tendu l'oreille, le souffle court. Au début, je ne percevais rien, mais lentement, un son a émergé de l'obscurité. C'était un sifflement, une mélodie douce et étrange, qui semblait flotter dans l'air comme un murmure. « Non, ce n'est pas possible » ai-je chuchoté, mon cœur s'emballant. Ce sifflement, c'était le même que celui que Gabriel avait fredonné dans le bar. Mon compagnon a regardé autour de nous, cherchant l'origine du son. « Il doit être quelque part, peut-être qu'il nous suit » a-t-il dit, visiblement nerveux. Il a attrapé mon bras. « Viens, accélérons » Nous avons commencé à marcher plus vite, presque à courir. Mais peu importe à quel point nous essayions de nous éloigner, le sifflement persistait, toujours à la même distance. Comme s'il flottait autour de nous, nous encerclant. Mon compagnon a soudainement arrêté de marcher et s'est retourné brusquement. « Assez » a-t-il crié dans la nuit. « Montre-toi » Sa voix résonnait dans la rue vide, mais personne n'a répondu. Le sifflement s'est arrêté, et un silence oppressant a pris sa place. J'étais terrifié. « Il faut qu'on rentre » ai-je supplié. C'est comme s'il jouait avec nous. Je ne veux pas savoir ce qu'il va faire ensuite. Nous avons continué à marcher, cette fois en courant presque, jusqu'à ce que nous atteignions enfin notre immeuble. Mon compagnon a fouillé dans ses poches pour trouver les clés, mais ses mains tremblaient tellement qu'il a mis plusieurs secondes à ouvrir la porte.
En entrant, j'ai fermé la porte derrière nous avec force, m'assurant qu'elle était bien verrouillée. Pour la première fois depuis que nous avions quitté le bar, je me sentais légèrement en sécurité. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était qu'une illusion. Nous étions seuls dans l'obscurité de notre appartement, mais ce sentiment d'être observé ne nous quittait pas. Et bien que le sifflement se soit arrêté, son écho semblait encore résonner dans ma tête. Cette nuit-là, nous n'avons presque pas dormi. Chaque bruit dans l'appartement, chaque craquement du parquet, me faisait sursauter. Mon compagnon essayait de me rassurer, mais je voyais bien qu'il n'était pas en paix lui non plus. Nous avions fermé toutes les fenêtres, verrouillé chaque porte, mais une angoisse sourde persistait, comme si nous avions laissé quelque chose entrer avec nous. Vers 3 heures du matin, alors que j'étais allongé sur le canapé, luttant contre l'épuisement, mon téléphone a vibré sur la table basse. Je l'ai pris avec hésitation et j'ai vu une notification. Message reçu d'un numéro inconnu. Mes doigts tremblaient lorsque j'ai ouvert le message. Il contenait seulement une phrase. On ne peut pas fuir ce qu'on est vraiment. Accompagné d'une image floue. Je l'ai agrandi et mon cœur s'est arrêté. C'était une photo de moi et de mon compagnon, prise dans le bar quelques heures plus tôt. Regarde ça, ai-je murmuré en secouant mon compagnon, qui somnolait sur le fauteuil. Il s'est redressé, les yeux plissés, et a pris le téléphone. C'est quoi ce bordel? A-t-il marmonné avant de se lever brusquement. Ce gars est complètement malade. Il a immédiatement essayé de rappeler le numéro, mais une voix automatique répétait inlassablement. Ce numéro n'est pas attribué. On doit appeler la police, ai-je dit, la panique montant en moi. Ce n'est pas normal, il nous traque. Avant que nous puissions faire quoi que ce soit, un bruit sourd a résonné à la porte d'entrée. 3 coups secs et mesurés, comme si quelqu'un attendait calmement que nous ouvrions. Nous nous sommes figés, le souffle coupé. Tu crois que c'est lui? Ai-je chuchoté, mes yeux fixés sur la porte. Mon compagnon a attrapé un objet lourd, une lampe, et s'est avancé prudemment. Reste ici, a-t-il murmuré. Il a regardé par le Judas et s'est immobilisé. Il n'y a personne, a-t-il murmuré, mais son ton trahissait qu'il n'était pas rassuré. Peut-être que c'était juste quelqu'un qui passait. J'allais lui répondre quand les coups ont repris, cette fois plus fort. Puis, une voix que je n'oublierai jamais a retenti de l'autre côté de la porte. C'était Gabriel. Je veux juste discuter. Vous m'avez laissé sur ma faim, ce soir. Peut-être qu'on pourrait finir notre conversation ici? Son ton était calme, presque moqueur, mais il résonnait d'une manière qui me glaçait le sang. Mon compagnon, furieux, a crié. Fous le camp, ou j'appelle la police. Un silence s'est installé, pesant et oppressant. Puis, nous avons entendu un rire étouffé, suivi d'un chuchotement. Appelez qui vous voulez. Mais vous savez que personne ne pourra vous aider. Les lumières de l'appartement ont vacillé, plongeant la pièce dans une semi-obscurité. J'ai attrapé mon compagnon par le bras. Il faut partir. Maintenant, ai-je supplié, sentant les larmes me monter aux yeux. Mais avant que nous puissions bouger, une dernière chose a résonné dans l'air, un murmure qui semblait provenir de partout à la fois. Vous ne pourrez jamais m'échapper. Je suis déjà là. Le silence qui a suivi ce murmure était plus terrifiant que tout le reste. Mon compagnon et moi restions figés, comme si bouger pouvait provoquer quelque chose d'encore pire. Le souffle court, j'essayais de trouver une logique à ce qui nous arrivait, mais rien ne faisait sens. Gabriel, ce n'était pas seulement un homme. Il y avait quelque chose de plus sombre, de plus ancien, comme s'il jouait avec des règles que nous ne pouvions pas comprendre. On doit sortir d'ici, a dit mon compagnon, brisant enfin le silence. Sa voix était tendue, mais déterminée. Il m'a pris par la main, et nous avons couru vers la porte arrière de l'appartement, celle qui donnait sur l'escalier de secours. En ouvrant la porte, une bouffée d'air glacé nous a frappés. L'escalier semblait étrangement long ce soir-là, chaque marche enveloppée d'une obscurité qui semblait vivante. Mais nous n'avions pas le choix. Nous avons commencé à descendre, nos pas résonnant dans le métal froid. C'est alors que le sifflement est revenu. Cette même mélodie que Gabriel avait fredonnée, douce mais oppressante, semblait flotter autour de nous, se répercutant contre les murs de l'escalier. Mon compagnon s'est arrêté net, serrant ma main plus fort. Il est là, ai-je murmuré, terrorisé. Il est partout. Nous avons accéléré, dévalant les marches 2 par 2. À chaque palier, j'avais l'impression qu'une ombre nous suivait, se mouvant juste hors de notre champ de vision. Enfin, nous avons atteint la rue. Nous avons couru sans réfléchir, à travers les ruelles sombres, cherchant désespérément un endroit sûr. Mais peu importe à quel point nous avancions, le sifflement nous suivait, constant, omniprésent. Il joue avec nous, a dit mon compagnon, haletant. Il veut qu'on ait peur. Nous avons trouvé refuge dans une vieille cabine téléphonique. Mon compagnon a sorti son téléphone et a essayé d'appeler la police,
mais il n'y avait aucun signal. Les lumières de la cabine ont commencé à vaciller, et ce qui semblait être un rire étouffé s'est élevé dans l'air. C'est alors que j'ai vu mon reflet dans le verre de la cabine. Mais ce n'était pas vraiment moi. Mon visage avait changé. Mes yeux étaient plus sombres, presque noirs, et un sourire étranger, que je ne contrôlais pas, s'étirait sur mes lèvres. « Qu'est-ce que tu fais » a crié mon compagnon, en me secouant. Mais je ne pouvais pas répondre. Ce n'était pas moi qui contrôlais mon corps. À ce moment-là, la cabine s'est plongée dans l'obscurité totale. Le sifflement s'est transformé en un hurlement strident, et j'ai senti une présence envahir chaque centimètre de mon être. Quand les lumières sont revenues, je me suis retrouvé seul. Mon compagnon avait disparu. Pas de trace de lui, pas même un son. Juste ce silence écrasant et oppressant. Depuis cette nuit, je ne suis plus la même. Parfois, dans le miroir, je vois ce sourire étranger qui revient, et dans mes rêves, j'entends ce sifflement qui ne me quitte jamais. Gabriel n'a jamais été un simple homme. Il était quelque chose de bien pire. Et maintenant, il est en moi. Je venais de traverser un divorce difficile, un de ces épisodes de la vie qui vous laisse à la fois vidé et prêt à recommencer. Après des mois à éviter les rencontres et à me concentrer sur moi-même, j'ai décidé qu'il était temps de reprendre le contrôle de ma vie sentimentale. Quelques amis m'avaient convaincu d'essayer une application de rencontre. « Tu verras, c'est amusant », disait-elle. Au début, j'étais sceptique, mais l'idée d'une distraction légère m'attirait. C'est ainsi que j'ai rencontré Mathieu. Il semblait charmant dès les premières conversations. Ses messages étaient pleins d'esprit, et il semblait sincèrement intéressé par ma vie. Il me posait des questions sur mon travail, sur mes voyages passés, sur les livres que j'aimais. Après quelques jours d'échange, il m'a proposé un café dans un petit bistrot du centre-ville. Je me suis dit, pourquoi pas? Le jour du rendez-vous, j'étais nerveuse, comme à chaque première rencontre. J'avais choisi une robe simple mais élégante, et j'avais pris soin de ne pas arriver en retard. Mathieu était déjà là, assis à une table près de la fenêtre. Il m'a souri quand je suis entré, et j'ai ressenti un léger soulagement. Peut-être que cette rencontre allait être agréable. Au début, tout semblait bien se passer. Il était poli, me tenait la porte, et parlait avec aisance. Mais rapidement, quelque chose dans son comportement a commencé à me mettre mal à l'aise. Il me fixait intensément, presque trop, comme s'il essayait de lire chaque pensée qui traversait mon esprit. Puis, ses questions ont pris une tournure étrange. Il voulait savoir pourquoi j'étais divorcé, pourquoi je n'avais pas encore d'enfant. Quand je lui ai expliqué que j'étais resté en bons termes avec certains de mes amis masculins, son visage a légèrement changé. Il n'a rien dit tout de suite, mais il semblait agacé, comme si ma réponse ne lui plaisait pas. Il a aussi posé des questions personnelles sur ma famille, mes habitudes quotidiennes, des détails qui, normalement, ne surgissent pas lors d'un premier rendez-vous. À un moment, il m'a demandé où je faisais mes courses. Cela m'a paru anodin sur le moment, mais rétrospectivement, cette question m'a glacé. La conversation est devenue de plus en plus difficile. À chaque fois que je tentais de changer de sujet ou de parler de quelque chose de léger, il revenait à des questions sur ma vie personnelle. J'ai fini par me sentir coincé, comme si j'étais interrogé plutôt qu'invité à un échange naturel. Quand l'addition est arrivée, je n'ai jamais été aussi soulagé. Il a insisté pour payer, et je n'ai pas protesté, juste pour en finir plus vite. Alors que je me levais pour partir, il m'a proposé de me raccompagner. J'ai poliment refusé, prétextant que je devais passer chez une amie. Son sourire s'est figé pendant une fraction de seconde avant qu'il ne me dise « D'accord, mais on se revoit bientôt, n'est-ce pas ?» J'ai répondu vaguement, ne voulant pas m'engager, et j'ai quitté le café presque en courant. Une fois dehors, j'ai pris une grande bouffée d'air frais, soulagé que ce rendez-vous soit terminé. Je me suis promis de ne pas répondre à ses messages. Je n'avais aucune idée, à ce moment-là, que ce rendez-vous marquerait le début d'un cauchemar. Après ce premier rendez-vous désastreux, je pensais que Mathieu comprendrait que je n'étais pas intéressé. Je n'avais rien promis, et je n'avais donné aucune indication que je voulais le revoir. Pourtant, dès le lendemain, il a commencé à m'envoyer des messages. Le premier était simple. « J'ai passé un super moment hier soir. J'espère que toi aussi. » Je l'ai ignoré. Quelques heures plus tard, un autre message est arrivé. « Tu es vraiment spécial, Émilie. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. » Cette fois, j'ai décidé de répondre, brièvement. « Merci, mais je pense qu'on n'est pas fait pour être ensemble. » Bonne continuation. Je pensais que cela suffirait à le dissuader. Mais non, ces messages sont devenus de plus en plus nombreux. « Pourquoi tu ne veux pas me revoir? Je sens qu'on a une connexion, tu ne le ressens pas toi aussi ?» Chaque fois que je le bloquais, il trouvait un autre moyen de me contacter. D'abord par SMS,
puis sur les réseaux sociaux. Un matin, en ouvrant Instagram, j'ai vu une notification étrange. Un compte que je ne connaissais pas avait aimé une dizaine de mes photos d'un coup, certaines datant de plusieurs années. En regardant de plus près, j'ai reconnu son style d'écriture dans la description du profil. C'était lui, Mathieu. Il avait créé un faux compte pour me suivre. Je l'ai immédiatement bloqué, mais cela ne l'a pas arrêté. Quelques jours plus tard, un autre compte a émergé, tout aussi suspect. Cette fois, il a commencé à laisser des commentaires sur mes publications. « Tu es magnifique. Je pense encore à toi. » Même sous les photos de vacances que j'avais postées des mois auparavant, il trouvait un moyen de se manifester. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment m'inquiéter. Comment pouvait-il être aussi persistant après un simple rendez-vous? J'ai parlé de la situation à mes amis, qui m'ont conseillé de continuer à l'ignorer et de signaler ses comptes. Je l'ai fait, mais il en créait toujours de nouveaux. Un soir, alors que je dînais avec des amis dans un restaurant du quartier, j'ai ressenti un étrange frisson. Vous savez, cette sensation de malaise, comme si quelqu'un vous observait. En levant les yeux, je l'ai vu, assis seul à une table au fond de la salle. Il ne faisait rien d'autre que me fixer. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai essayé de rester calme, de ne pas montrer ma peur. Mais mes amis ont remarqué que j'étais troublé. Je leur ai chuchoté ce qui se passait, et l'un d'eux s'est levé pour aller parler au serveur. Quelques minutes plus tard, Mathieu a quitté le restaurant, mais pas avant de me lancer un dernier regard qui m'a glacé. Je ne comprenais pas comment il avait pu savoir où j'étais. Je n'avais rien posté sur les réseaux sociaux ce soir-là, et je n'avais pas mentionné ce restaurant dans nos conversations. À partir de ce moment, j'ai commencé à me sentir traqué, comme si mes moindres mouvements étaient surveillés. Les jours suivants, ces messages ont repris, toujours plus insistants. Certains étaient pleins de flatteries, presque désespérés, tandis que d'autres étaient plus agressifs, exigeant que je lui donne une autre chance. Chaque fois que je voyais une nouvelle notification, mon estomac se nouait. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas seulement de l'insistance, c'était une obsession. Et je ne savais pas jusqu'où Mathieu était prêt à aller. Je pensais naïvement que l'apparition de Mathieu au restaurant était une coïncidence troublante, mais ce n'était que le début de quelque chose de bien plus sinistre. Peu à peu, sa présence est devenue impossible à ignorer. Il était là, partout. Un matin, alors que je sortais de chez moi pour aller travailler, je l'ai aperçu de l'autre côté de la rue. Il portait une casquette, essayant manifestement de se dissimuler, mais je l'ai reconnu immédiatement. Il faisait semblant de regarder son téléphone, mais ses yeux suivaient chacun de mes mouvements. Mon cœur s'est emballé, et j'ai accéléré le pas jusqu'à ma voiture, en vérifiant qu'il ne me suivait pas. Ce genre d'incident a commencé à se multiplier. Je le voyais dans mon café habituel, assis à une table au fond, feignant de lire un journal. Puis, quelques jours plus tard, il était à la sortie de la salle de sport où je vais tous les mardis. À chaque fois, il gardait ses distances, mais je savais qu'il était là pour moi. Un soir, alors que je rentrais chez moi, j'ai remarqué une silhouette familière dans le reflet de la vitre d'un magasin. Il marchait derrière moi, gardant juste assez de distance pour que cela ne paraisse pas suspect. Je me suis arrêté net et me suis retourné. Il s'est figé, surpris, puis a détourné les yeux comme si de rien n'était. Cette fois, ma peur s'est transformée en colère. « Qu'est-ce que tu veux, Mathieu ?» lui ai-je lancé. Il n'a rien répondu, il s'est contenté de faire demi-tour et de s'éloigner rapidement. Mais le pire était encore à venir. Une nuit, alors que je dînais dans un restaurant avec des collègues, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. C'était une photo postée depuis un compte Instagram inconnu. En l'ouvrant, j'ai senti un frisson glacé parcourir ma colonne vertébrale. C'était une image de moi, prise à cet instant, assise à table avec mes amis. Je me suis levé brusquement, le souffle coupé, et j'ai scruté la salle. Au fond, à moitié caché derrière une colonne, Mathieu tenait son téléphone. Il prenait des photos de nous. Mes collègues, alarmés par mon expression, ont suivi mon regard. L'un d'eux, un homme assez imposant, s'est levé pour aller le confronter, mais Mathieu avait déjà disparu. À partir de ce moment, ma paranoïa s'est installée. J'ai commencé à scruter chaque coin de rue, chaque visage dans une foule. Je n'osais plus sortir seul le soir, et je surveillais constamment mes réseaux sociaux, bloquant chaque nouveau compte suspect qui apparaissait. Un autre soir, alors que je rentrais chez moi, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier avec les mots « Je ne veux que te parler ». Mon sang s'est glacé. Comment avait-il trouvé mon adresse? J'ai commencé à avoir du mal à dormir. Chaque bruit dans la nuit, chaque ombre sur les murs devenait une menace potentielle. Je vérifiais 2 fois que toutes les portes et fenêtres étaient bien fermées avant d'aller me coucher. Mais même cela ne suffisait pas à calmer mon esprit.
Mathieu ne se contentait plus de me suivre à distance ou de m'espionner en ligne. Il s'infiltrait dans ma vie, dans mon espace, et je sentais que je perdais peu à peu le contrôle. Chaque jour, je me demandais ce qu'il allait faire ensuite. Et, surtout, jusqu'où il était prêt à aller. La situation devenait insoutenable. Je vivais dans une peur constante, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Mes amis me conseillaient d'aller à la police, mais une partie de moi hésitait. Mathieu n'avait pas encore fait quelque chose de véritablement illégal, et j'avais peur de ne pas être pris au sérieux. Un soir, cependant, tout a basculé. Alors que je regardais la télévision dans mon salon, j'ai entendu un bruit survenant de l'extérieur. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis levé doucement et j'ai éteint la lumière pour regarder par la fenêtre sans être vu. C'est là que je l'ai vu, debout près de ma porte, une silhouette sombre éclairée par la lumière tamisée du porche. Je me suis figé, terrifié. Que faisait-il là? Pourquoi était-il devant chez moi à une heure aussi tardive? Je suis resté là, derrière mon rideau, retenant mon souffle, espérant qu'il partirait. Mais il n'a pas bougé. Il semblait attendre quelque chose, ou quelqu'un. Finalement, il s'est approché de la porte et a commencé à frapper doucement. « Émilie, je sais que tu es là. Je veux juste te parler. » Sa voix était calme, presque suppliante, mais je pouvais sentir une tension sous-jacente qui me glaçait. Je n'ai pas répondu. J'ai reculé lentement, priant pour qu'il s'en aille. Mais il a continué à frapper, de plus en plus fort. « Je sais que tu m'entends. Ouvre la porte, s'il te plaît. » À ce moment-là, j'ai compris que je n'avais plus le choix. J'ai attrapé mon téléphone et composé le numéro de la police. Tandis que je parlais à l'opérateur, ma voix tremblante, Mathieu a commencé à tourner autour de la maison, frappant aux fenêtres et criant mon nom. Les minutes qui ont suivi ont été parmi les plus longues de ma vie. J'entendais ses pas dehors, le bruit de ses mains contre les vitres, et sa voix qui oscillait entre colère et supplication. Quand les sirènes de la police ont enfin retenti au loin, il s'est figé. Puis, sans un mot, il a disparu dans l'obscurité. Les agents sont arrivés quelques minutes plus tard. Je leur ai tout raconté, montrant les messages, les photos, et expliquant tout ce que Mathieu avait fait. Ils m'ont assuré qu'ils allaient essayer de le retrouver, mais ils m'ont aussi prévenu que, sans preuve d'un acte criminel concret, il serait difficile d'engager des poursuites. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Chaque bruit dehors me faisait sursauter. Je savais que, même si la police l'avait effrayé pour le moment, cela ne suffirait pas à l'arrêter définitivement. Il reviendrait. J'en étais certaine. Le lendemain, j'ai décidé de prendre des mesures plus drastiques. J'ai installé des caméras de surveillance autour de ma maison et changé les serrures. J'ai également parlé à mes voisins pour qu'ils soient vigilants et m'alertent s'ils voyaient quelqu'un rôder. Mais malgré tout cela, je ne pouvais m'empêcher de me sentir vulnérable. Chaque fois que je rentrais chez moi, je m'attendais à le voir, caché dans l'ombre. Chaque notification sur mon téléphone me faisait sursauter. Sa présence pesait sur ma vie comme une ombre persistante, et je savais que cela ne s'arrêterait pas tant qu'il ne serait pas confronté de manière définitive. J'étais épuisé, physiquement et mentalement. La peur m'accompagnait à chaque instant, et je savais qu'il ne me restait plus qu'une solution. Affronter Mathieu directement, une fois pour toutes, peu importe les risques. Je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi. Mathieu m'avait pris ma tranquillité, mon sentiment de sécurité, et, pire encore, ma liberté. Il fallait que cela s'arrête, mais je ne savais pas comment. C'est alors qu'un ami proche, Julien, m'a proposé son aide. Il m'a dit « Tu ne devrais pas affronter ça seul. Laisse-moi t'accompagner. Nous avons élaboré un plan. » L'idée était simple, faire en sorte que Mathieu montre son vrai visage, mais cette fois avec des preuves irréfutables pour que la police puisse agir. J'étais terrifié, mais je savais que c'était ma seule chance de mettre fin à cet enfer. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un nouveau message de Mathieu. Il disait qu'il voulait tout expliquer et qu'il regrettait ses actes. Il me demandait de le rencontrer dans un café, seul à seul. Au début, j'ai voulu ignorer son message, mais Julien m'a convaincu d'accepter, tout en prenant des précautions. Le jour du rendez-vous, nous avons pris soin d'installer un micro caché sur moi pour enregistrer notre conversation. Julien était assis à une table à l'autre bout du café, prêt à intervenir si les choses tournaient mal. Je tremblais en entrant, mais j'essayais de garder mon sang-froid. Mathieu était déjà là, assis près de la fenêtre. Il avait l'air fatigué, presque désespéré, mais son regard était toujours le même, intense, obsessionnel. Dès que je me suis assise, il a commencé à parler, à se justifier. Il disait qu'il m'aimait, qu'il ne pouvait pas vivre sans moi, et qu'il ne comprenait pas pourquoi je ne lui donnais pas une chance. Au fil de la conversation, son ton a changé. Il est passé de l'apitoiement à la colère. « Tu n'as pas le droit de m'ignorer comme ça, a-t-il dit.
sa voix devenant plus dure. Je t'ai donné tout mon temps, toute mon attention. Tu me dois quelque chose? J'essayais de rester calme, mais mon cœur battait à tout rompre. Mathieu, tu dois comprendre que ton comportement est inacceptable. Tu me fais peur, ai-je répondu, espérant qu'il se rende compte de la gravité de ses actions. Mais au lieu de cela, il a ri, un rire froid et nerveux. Tu ne comprends pas, Émilie. Personne ne t'aimera comme moi. Si je ne peux pas être avec toi, personne ne pourra. Ces mots m'ont glacé le sang. C'était la confirmation que je redoutais, il ne s'arrêterait pas. Julien, qui écoutait à distance, a immédiatement appelé la police, comme prévu. Pendant ce temps, j'essayais de garder Mathieu occupé. Mais il a commencé à remarquer mon agitation. « Tu m'espionnes? Tu m'enregistres » a-t-il demandé, ses yeux se plissant de suspicion. C'est à ce moment-là que les agents sont entrés dans le café. Ils se sont approchés de notre table, et Mathieu, réalisant ce qui se passait, a tenté de fuir. Mais ils l'ont rapidement immobilisé. J'ai regardé la scène, à la fois soulagée et tremblante. Mathieu lançait des insultes, disant que je ne pouvais pas lui faire ça, que j'étais l'ingrate. Mais je savais que c'était terminé. La police a pris mon témoignage, ainsi que les enregistrements. Cela a suffi pour qu'ils puissent engager des poursuites contre lui. Finalement, une ordonnance restrictive a été émise, et Mathieu a été contraint de suivre une thérapie sous peine de sanctions plus graves. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais respirer. Bien sûr, la peur ne disparaît pas du jour au lendemain. Pendant longtemps, j'ai continué à regarder par-dessus mon épaule, à m'inquiéter de voir son visage quelque part. Mais peu à peu, j'ai retrouvé ma vie. Cette expérience m'a marqué à jamais. Elle m'a appris à faire confiance à mon instinct et à ne jamais sous-estimer les signaux d'alerte. Mais surtout, elle m'a rappelé l'importance de ne pas affronter ce genre de situation seul. Grâce à mes amis, à la police et à ma propre détermination, j'ai pu mettre fin à ce cauchemar. Je travaillais depuis quelques années comme serveuse dans un petit restaurant de quartier. Ce n'était pas un lieu prestigieux, mais j'aimais l'ambiance chaleureuse et les conversations avec les habitués. C'était une de ces soirées ordinaires où les clients se succédaient sans grand événement, jusqu'à ce qu'il entre. Un homme élégant, grand, bien habillé, avec une aura de confiance qui attirait immédiatement l'attention. Il s'est assis au bar, commandant un verre de vin rouge avec une voix grave et posée. Je l'ai remarqué tout de suite, bien sûr. Comment ne pas le remarquer? Il avait cette allure sophistiquée, mais aussi un sourire qui semblait désarmé. Quand je lui ai apporté son verre, il m'a remercié chaleureusement, en utilisant mon prénom. J'ai été surprise qu'il ait pris la peine de lire mon badge, un détail que peu de clients remarquaient. Il a engagé la conversation, me demandant depuis combien de temps je travaillais là, si j'aimais ce que je faisais. Ses questions étaient directes mais pas intrusives. Il m'a dit qu'il était chef, un chef reconnu, même, qui avait voyagé dans le monde entier. Il m'a parlé de ses expériences dans des cuisines prestigieuses, des plats qu'il avait créés, des défis qu'il avait surmontés. J'étais fasciné, pendu à ses lèvres. Je dois avouer que son charisme était presque envoûtant. Il avait une manière de parler qui capturait l'attention, et sa passion pour la gastronomie transparaissait dans chacun de ses mots. Moi, qui avais toujours rêvé d'une carrière dans ce domaine, je me suis senti flatté qu'il prenne le temps de me parler, de partager ses anecdotes. Après une demi-heure de conversation, il a proposé quelque chose d'inhabituel, un dîner, rien que nous deux, dans un endroit qu'il connaissait bien. Ce serait l'occasion pour toi de découvrir un autre niveau de cuisine, avait-il dit avec un sourire qui semblait sincère. Mon instinct m'a soufflé une légère méfiance, mais l'idée d'un dîner avec un chef réputé était trop tentante pour être refusée. Il m'a donné son numéro et m'a demandé si j'étais libre le lendemain soir. J'ai hésité une seconde avant de dire oui. En quittant mon service cette nuit-là, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si j'avais fait le bon choix. Une partie de moi était excitée, curieuse, mais une autre, plus rationnelle, me rappelait qu'accepter une telle invitation d'un inconnu pouvait être risqué. Le lendemain, je me suis préparé avec soin. J'ai choisi une robe élégante mais pas trop sophistiquée, et j'ai passé un temps inhabituel à me maquiller. Je voulais faire bonne impression, montrer que j'étais à la hauteur de ce qu'il représentait. En route pour le rendez-vous, j'ai senti une pointe d'anxiété monter en moi. Quand je suis arrivé au bar qu'il avait choisi, il était déjà là, assis à une table près de la fenêtre, un verre à la main. Il m'a accueilli avec un sourire éclatant et s'est levé pour me saluer. Il avait ce don de me mettre à l'aise immédiatement, comme si nous nous connaissions depuis des années. La soirée a commencé de manière agréable. Il a commandé une bouteille de vin, a parlé des spécialités du lieu et a raconté encore plus d'histoires captivantes sur ses voyages et ses expériences culinaires. Mais même si tout semblait parfait, une petite voix au fond de ma tête continuait de me murmurer que quelque chose ne collait pas.
Je ne pouvais pas dire exactement ce que c'était. Peut-être une infime rigidité dans son sourire, ou la manière dont ses yeux semblaient parfois s'assombrir lorsqu'il croyait que je ne regardais pas. Mais j'ai ignoré ces impressions, me persuadant que c'était juste ma nervosité. Après tout, il avait l'air si charmant, si professionnel. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Au début, la conversation était légère, presque naturelle. Il racontait des anecdotes amusantes sur les cuisines prestigieuses où il avait travaillé, des histoires de chefs excentriques et des clients célèbres qu'il avait servis. Chaque détail semblait crédible, parfaitement calibré pour m'impressionner. Mais après quelques verres de vin, son ton a légèrement changé. Il a commencé à parler de sa vie personnelle, un sujet qui, jusque-là, n'avait pas été abordé. Tu sais, la vie d'un chef, c'est loin d'être glamour, a-t-il dit en jouant distraitement avec son verre. C'est épuisant, stressant, et parfois, ça cause des problèmes. Intrigué, je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. C'est alors qu'il a lâché, presque négligemment, qu'il faisait face à des accusations de violence domestique. Mon cœur s'est serré à ces mots, mais il s'est empressé de se justifier. Ce n'est pas ce que tu crois. Les gens aiment exagérer, et les médias adorent salir la réputation de ceux qui réussissent. Il a continué à parler, décrivant ses accusateurs comme des personnes jalouses et instables. Il insistait sur le fait qu'il était la victime d'un système injuste. Mais plus il parlait, plus je ressentais une gêne grandissante. Il semblait trop insistant, trop désireux de se justifier, comme s'il cherchait à me convaincre de quelque chose qu'il ne croyait pas lui-même. Je me suis efforcé de rester calme, de ne pas montrer mon inconfort. Mais en moi, une alarme s'était déclenchée. Pourquoi me racontait-il tout cela lors d'un premier rendez-vous? Pourquoi ressentait-il le besoin de partager des détails si sombres de sa vie avec une quasi-inconnue? Pendant un moment, j'ai envisagé de partir. Mais il semblait surveiller mes réactions avec une attention presque inquiétante, comme s'il anticipait mes pensées. Chaque fois que je montrais le moindre signe de malaise, il changeait de sujet, revenant à des histoires légères et charmantes sur la gastronomie. Tu sais, j'ai toujours cru que la cuisine pouvait être une forme de thérapie, a-t-il dit, essayant visiblement d'alléger l'atmosphère. C'est un moyen d'exprimer des émotions qu'on ne peut pas toujours mettre en mots. J'ai hoché la tête, essayant de me raccrocher à cette conversation plus neutre, mais l'inquiétude persistait. Il y avait une tension dans l'air que je ne pouvais pas ignorer. Il continuait de parler, mais j'avais l'impression que ces mots n'étaient qu'un écran de fumée, un moyen de détourner mon attention de quelque chose de plus sombre. Mes yeux se sont attardés sur son visage, et pour la première fois, j'ai remarqué une certaine dureté dans ses traits, une froideur qui contrastait avec son sourire charmant. À plusieurs reprises, il a mentionné qu'il avait été mal compris par les autres, insistant sur le fait qu'il était un homme bon, victime des circonstances. Mais ces mots sonnaient creux. J'ai senti un frisson me parcourir, comme si une partie de moi savait que je n'aurais jamais dû accepter ce rendez-vous. Malgré mes doutes, je me suis forcé à rester. Une part de moi voulait encore croire qu'il s'agissait simplement d'un homme malchanceux, cherchant une oreille compatissante. Mais au fond, je savais que quelque chose n'allait pas. Et ce pressentiment, je le regretterais bientôt. La soirée avançait, et malgré mon malaise grandissant, je me suis forcé à rester assise, espérant que la situation s'améliorerait. Lorsque le serveur est venu déposer l'addition sur la table, j'ai attendu, pensant qu'il allait naturellement la prendre en charge. Après tout, c'était lui qui m'avait invité. Mais il n'a pas bougé, continuant à parler comme si de rien n'était. J'ai jeté un coup d'œil discret à l'addition posée entre nous, espérant qu'il la remarquerait. Finalement, après quelques minutes gênantes, je me suis décidé à la glisser doucement vers lui. Il a levé les yeux vers moi avec un sourire gêné. « Oh, je crois que j'ai un problème », a-t-il dit en tapotant les poches de son pantalon. « Je pense que j'ai oublié ma carte chez moi. » Mon estomac s'est noué. C'était un cliché, une excuse tellement évidente qu'elle semblait presque insultante. Mais il jouait la comédie avec un tel naturel que je n'ai pas osé protester immédiatement. « Tu peux régler cette fois? Je te rembourserai, promis, a-t-il ajouté, toujours avec ce sourire charmeur qui commençait à me paraître de plus en plus artificiel. Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi voulait refuser, mais l'autre, gêné par l'attention des autres clients, voulait éviter une scène. Je me suis finalement résigné, sortant ma carte pour payer la note, tout en sentant un mélange de colère et de frustration monter en moi. Mais le malaise ne s'est pas arrêté là. Alors que nous sortions du bar, il s'est tourné vers moi, prenant un ton mi-amusé, mi-sérieux. Tu sais, c'est rare de trouver une femme aussi compréhensive. La plupart auraient fait tout un drame pour une petite erreur comme ça. J'ai senti mes joues rougir, mais pas de honte. C'était de la colère. Son attitude désinvolte, presque condescendante, me donnait envie de lui dire ces 4 vérités.
Pourtant, je suis restée silencieuse, trop abasourdie par son audace pour répondre. Alors que nous marchions dans la rue sombre, il a commencé à se comporter de manière encore plus étrange. Il semblait distrait, regardant autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. À un moment donné, il s'est arrêté brusquement, et avant que je ne puisse comprendre ce qui se passait, il a commencé à rire. Un rire nerveux, presque hystérique. « Tu sais quoi ?» a-t-il dit en se tournant vers moi. « Je crois que j'ai eu une des pires journées de ma vie aujourd'hui. Mais toi, tu l'as rendue beaucoup plus intéressante. » Son regard avait changé. Ce n'était plus le même homme charmant qui m'avait abordé dans le restaurant. Il y avait quelque chose de dérangeant dans ses yeux, une intensité qui me mettait mal à l'aise. À cet instant, j'ai su que je devais partir. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a fait quelque chose qui m'a glacé le sang. Et c'est là que tout a basculé. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, essayant de trouver une excuse pour m'échapper, il a fait un geste soudain et déroutant. D'un coup, il a baissé son pantalon en plein milieu de la rue déserte, et sans préavis, il a uriné sur le trottoir. Mon cœur s'est arrêté. C'était une scène tellement surréaliste, tellement incompréhensible que je suis resté là, figé, incapable de réagir immédiatement. Il riait, un rire nerveux et incontrôlable, comme si toute la tension accumulée s'échappait par ce geste absurde. C'était humiliant, non seulement pour lui, mais aussi pour moi, d'être témoin de cette scène. Je voulais crier, lui demander ce qu'il faisait, mais quelque chose dans son comportement m'en empêchait. Il avait cette présence étrange, une sorte de pouvoir tacite qu'il exerçait sur moi, me rendant incapable de réagir comme je l'aurais normalement fait. Lorsque la scène s'est enfin terminée, il a redressé son pantalon et s'est tourné vers moi, toujours avec ce sourire bizarrement satisfait. « Tu sais, parfois il faut faire un peu de théâtre pour se libérer de toute la pression, » a-t-il dit d'une voix détachée, comme si rien d'anormal ne venait de se produire. Je suis restée silencieuse, un nœud d'angoisse dans le ventre. Qu'est-ce qui n'allait pas chez cet homme? Pourquoi agit-il ainsi? Un sentiment de danger imprégnait l'air, et mes jambes semblaient s'alourdir sous moi. Il m'a alors regardé intensément, comme s'il attendait que je réagisse, que je trouve une façon d'approuver ou de comprendre son comportement. Mais je n'arrivais qu'à ressentir de l'effroi. C'était comme si la situation devenait de plus en plus absurde et inquiétante à mesure que chaque minute passait. Soudain, il a baissé les yeux vers ses poches, et son visage s'est crispé. « Oh non! Je crois que... » Il a fouillé dans ses poches, son visage se transformant lentement en une expression de frustration, puis de panique. « Je crois que j'ai perdu ma carte. » Je l'ai regardé, abasourdi. Avait-il vraiment l'intention de me faire payer encore une fois? Était-ce possible? À ce moment précis, j'ai compris que ce n'était plus une simple maladresse, mais un acte délibéré, une manipulation. Il ne s'agissait pas seulement d'oublier de payer une addition. Il cherchait à me faire sentir mal, à me pousser à une situation inconfortable où je serais forcé de le suivre, de payer encore pour lui, d'être coincé dans son jeu malsain. Mais ce n'était pas tout. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était une perte de contrôle totale. À cet instant, il a éclaté de rire à nouveau, mais c'était un rire qui m'a fait froid dans le dos, un rire dénué de toute humanité. « Je vais partir maintenant. À bientôt, ou pas ?» Il s'est tourné brusquement, laissant derrière lui une odeur nauséabonde de sa récente action. Et avant que je puisse réagir, il a disparu dans la nuit. Il avait disparu comme un fantôme, laissant une sensation de vide, d'absurdité et de terreur. C'était comme si l'incident n'avait jamais eu lieu, comme si tout cela n'avait été qu'un mauvais rêve. Mais il n'en était rien. Il avait disparu, et je suis restée là, tremblante, seule dans la rue, avec une sensation de malaise qui ne m'a jamais quitté. Je suis restée là, sous le choc, à regarder l'endroit où il avait disparu. Le vent soufflait doucement, mais chaque brise me semblait froide, glaciale. Mon esprit tournait en rond, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. J'avais l'impression d'être dans un film, une sorte de scénario absurde dont je ne pouvais pas m'échapper. Mais tout n'était que trop réel. J'ai commencé à marcher, mes jambes tremblantes, mes pensées en désordre. J'avais besoin de m'éloigner, de fuir cette situation. Mais à chaque pas, la terreur montait en moi. Cette rencontre avec cet homme avait déraillé si vite, et tout ce qui s'était passé après me paraissait impossible à digérer. Je voulais juste rentrer chez moi, oublier tout cela. En marchant, j'ai senti une présence derrière moi. Ce n'était pas le bruit de quelqu'un qui marche, mais une sensation lourde, oppressante, comme si l'air lui-même était plus dense. Je me suis retourné brusquement, mais il n'y avait personne. Le chemin était désert. Pourtant, cette sensation persistait, quelque chose me suivait. C'était un sentiment étrange, une sensation de panique qui ne venait pas d'une menace immédiate, mais d'un malaise profond, une sorte de pressentiment.
Mon cœur battait la chamade. J'ai accéléré le pas, mais cette présence restait derrière moi, constante et silencieuse. À chaque fois que je me retournais, il n'y avait rien, mais à chaque fois que je m'avançais, l'impression d'être suivi devenait plus forte. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être que c'était juste moi qui avais l'esprit perturbé par cette rencontre bizarre. Mais il y avait cette partie de moi qui ne pouvait pas oublier ce qui s'était passé, ce qu'il avait fait. Le fait qu'il m'ait laissé là, dans cette rue déserte, après avoir agi de manière si étrange, me hantait. Chaque détail de cette soirée me revenait en tête. Lorsque je suis arrivé chez moi, j'ai vérifié plusieurs fois que ma porte était bien fermée. Mais malgré cela, je me sentais observé. J'ai allumé toutes les lumières de l'appartement, comme si cela pouvait éloigner l'ombre qui semblait me suivre. Mais peu importe ce que je faisais, je ne pouvais pas me débarrasser de cette sensation. J'ai décidé d'aller me coucher, espérant que le sommeil me permettrait d'oublier. Mais même dans mon lit, je n'ai pas trouvé la paix. Des bruits étranges dans l'appartement m'ont tenu éveillé toute la nuit. À chaque craquement, chaque souffle d'air, j'étais sur le qui-vive, prêt à me lever. Mais rien n'est arrivé. Le matin est arrivé, et avec lui, un silence de plomb. Mais alors que je pensais que tout était terminé, quelque chose d'encore plus perturbant s'est produit. Sur mon téléphone, un message est apparu. Un message de lui, envoyé après notre rencontre. Tu ne m'as pas oublié, n'est-ce pas? Le frisson glacé qui m'a traversé à ce moment-là était indescriptible. Il savait où j'étais, il savait que j'avais eu peur. Et maintenant, il semblait que cette rencontre n'était que le début de quelque chose de bien plus sombre.